m'appelle Alexis et aujourd'hui, apprendre à écouter le silence. N'oubliez pas pour les nouveaux arrivants, bienvenue surtout, bienvenue à vous tous, nouveaux arrivants, de cliquer sur la petite cloche sur toutes les notifications afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui sont à venir dans les prochaines semaines. Bienvenue à tous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel silence qu'on va parler. Aujourd'hui, c'est un silence intérieur. Et aujourd'hui, j'ai un spécialiste de la question, en tout cas, quelqu'un qui en a fait l'expérience depuis quelques années maintenant. Il s'agit de Thierry Janssen, ou Thierry Hansen pour les Belges, hein, c'est selon. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bonjour Alexis, je vais bien. Sans transition, mon cher Thierry, on va être honnête, ça fait 2 fois qu'on enregistre cette interview. J'ai fait une erreur, non pas médicale, mais une erreur technique d'informaticien que j'étais, que je ne suis plus. Et nous retournons cette interview. En tout cas, elle sera différente. En tout cas, merci beaucoup Thierry d'avoir accepté de tourner 2 fois cette interview. C'est vrai que c'est assez rare de nos jours. Grand, grand merci. Voilà. La petite parenthèse étant faite, alors je vais quand même te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je vais ressortir un peu mon copion. Donc, tu as effectivement un passé. Alors, dans une autre vie, tu as été justement chirurgien urologue. On va y revenir un petit peu. Tu es actuellement accompagnant psychospirituel. Tu es fondateur de l'école de la posture juste. On va y revenir, bien entendu, à la fin de cette émission. Tu as écrit quelques livres, dont La solution intérieure, La maladie a-t-elle un sens? Ou encore, tout récemment, La posture juste. Nous y reviendrons, bien entendu, en fin d'émission, parce que ça m'intéresse énormément. Donc effectivement, comme je le disais là tout de suite, tu as été dans une autre vie, si je puis dire, chirurgien urologue, hein, et tout d'un coup, subitement, tu as quitté l'hôpital en 1998 et tu es parti donc à Miami étudier la médecine corps-esprit. Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez l'humain, justement, ces changements. En quelques mots, pour quel a été justement l'élément déclencheur pour prendre justement un autre sentier, Thierry? Ah oui, oui, parce Oui, que entre l'hôpital et Miami, il y a quand même eu un petit parcours. oui, oui, bien entendu. C'est pas fait en un jour et J'espère bien. j'ai pas quitté l'hôpital pour partir à Miami. En fait, moi j'ai vécu à l'hôpital parce que depuis tout petit, je voulais ça. Euh, je, je pense depuis l'âge de 5 6 ans, précisément depuis le jour où ma maman m'a montré plutôt le chirurgien qui l'avait opéré. C'était aux cliniques Sainte-Élisabeth à Bruxelles. Et en voyant ce chirurgien, je m'entends me dire, je vais faire ça. Et donc, le seul problème, c'est qu'à la même époque, je suis tombé, oui, je peux dire amoureux de la civilisation de l'Égypte ancienne et que toute mon enfance et mon adolescence jusqu'à 18 ans, il y a eu une forme d'hésitation entre est-ce que je vais devenir chirurgien ou est-ce que je vais devenir égyptologue. Et à 18 ans, j'ai choisi la chirurgie parce que j'avais des idéaux altruistes, aider les autres. L'égyptologie, c'était beaucoup plus égoïste. C'était quelque chose qui me passionnait, mais je ne voyais pas en quoi ça pouvait aider ou servir aux autres. Et en fait, je suis tombé dans un piège parce que, voulant devenir chirurgien, il fallait absolument que je me classe bien ce qu'on appelait les grades, hein, que j'obtienne de bons résultats, et puis dans les concours, etc. Et donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis, bon, bah, j'ai été sélectionné, j'ai pu faire cette formation de chirurgien. Et comme dès le départ, j'avais envie d'enseigner, parce que aussi depuis tout petit, d'ailleurs à la cour de récréation, on m'appelait Thierry, j'enseigne, parce que j'étais un petit garçon qui avait pas beaucoup de confiance corporelle, j'étais pas très à l'aise dans mon corps, on se moquait beaucoup de moi, j'étais, je crois, assez sensible, ça dérangeait peut-être d'autres enfants, et du coup, ma façon d'occuper une place, ça a été de à la fois écouter les autres, parce que je sentais bien ce qui se passait chez eux, et aussi de leur transmettre des choses qui me passionnaient, en particulier l'Égypte. Et donc, c'est pour ça qu'on m'a appelé Thierry J'enseigne, parce que j'enseignais assez bien. Et donc, pour moi, c'était naturel que j'allais devenir professeur de chirurgie.
Sauf que là, c'était un deuxième piège, parce que pour devenir professeur de chirurgie, il faut faire encore plus d'efforts et de la recherche, etc., etc. Ce que j'ai fait, et puis au bout du compte, à l'âge de 38 ans, le 5 janvier 98, 5 janvier 98, j'oublie que je parle à un compatriote. Parce que souvent, quand on parle aux journalistes français, si on dit 98, c'est toute une histoire. Bon, bah, les Suisses le Donc, disent aussi, donc je me corrige à l'avance, mais 98, donc, euh, j'ai pris des fonctions à l'Institut Bordet parce que je faisais ma carrière à l'ULB, alors que j'avais été formé à l'UCL, mais j'ai fait une carrière à l'ULB, un début de carrière à l'ULB. Le jour où j'ai pris mes fonctions à l'Institut Bordet, je venais de l'hôpital Erasme, j'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu restes ici, tu vas mourir. Mais je l'ai clairement entendu. Et je pense que j'étais dans une... Je m'en rendais même pas compte, mais avec le recul, je vois que j'étais dans une tension. J'étais... C'est pas le métier qui était à remettre en question, c'était la manière de le pratiquer et surtout ma façon d'être tellement ambitieux que je m'épuisais. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de sortir de ça en 30 secondes. Hein. J'ai écrit une lettre de démission, je suis parti. Et j'ai senti que la vie commençait. C'était comme une deuxième naissance, mais en conscience. Et après, bon, il y a eu un petit peu d'errance parce qu'il fallait que je mange. Je n'avais pas de revenus ni d'économie. Et donc, j'ai postulé pour un poste dans la mode parce que ça me semblait léger, ce qui n'était pas du tout léger en fait. Et je suis devenu directeur d'une marque de prêt-à-porter en France qui s'appelle Emporio Armani. Ça fait partie du groupe Giorgio Armani. C'est un peu saugrenu, mais bon, finalement, j'ai été sélectionné. Tout ça est très étrange, mais je pense que euh, quelques mois avant de quitter mon métier à l'hôpital, euh, j'avais aidé une personne en fin de vie à ce que sa fin de vie soit la plus douce possible, une personne qui avait un cancer avec des métastases et on avait promis de ne pas allonger sa vie inutilement. Et quand cette personne est décédée, elle m'a laissé un cadeau. Et ce cadeau, je l'ai ouvert après son décès, c'était le livre de Paulo Coelho, L'alchimiste, qui à l'époque avait un immense succès. Et sur le bandeau, le bandeau que l'on met sur certains livres pour attirer l'attention du potentiel lecteur, il y avait cette phrase extraite du livre qui disait La vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle. Et effectivement, du jour où j'ai quitté l'hôpital, la vie a été extrêmement généreuse avec moi dans le sens où j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai reconnu les bonnes personnes, ça a résonné, euh, parce que la vie conspire pour qu'il y ait de la vie. Et je pense que j'ai quitté un système de mort où moi j'étais en train de mourir à petit feu, et je n'accuse pas le monde hospitalier, mais moi dans ce monde-là, je fonctionnais pas bien. Et en même temps, dès que j'ai ouvert la porte, ben, j'ai reconnu des choses m'ont reconnu, il y a eu des résonances et la vie s'est ouverte. Et alors effectivement, après, je suis parti aux États-Unis, je me suis intéressé à d'autres façons de soigner, puis j'ai écrit des livres, et puis j'ai créé une école, et puis la vie continue, et on ne sait pas où elle va, et je m'en fiche. Parce que, oui, je m'en fiche complètement de savoir où elle va, parce que ce qui compte, c'est maintenant, c'est l'instant, et essayer de bien faire ce qu'on sent qui est à faire dans l'instant. Et si on le fait bien, si on le fait avec honnêteté, avec justesse et passion, bien sûr, eh bien, ça sera bien demain aussi, puisque un pas après l'autre, le chemin se déroule devant nous. Et moi, je fais confiance à ça. Voilà. Pour résumer, peut-être un peu longuement, mais une très longue histoire. bon, merci Thierry, merci pour ton partage. Moi, ça m'intéresse toujours ces changements soudains, subis, cette guidance et ce chemin qu'on a envie de, voilà, tout simplement essayer, parcourir. Et moi, je suis fasciné par ça. Je me dis que, voilà, on a tous vraiment chez les auditeurs qui nous écoutent, des destins différents, les destins
des lignées, des sentiers. Enfin bref, je pense que les auditeurs connaissent un petit peu comment je travaille. C'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ça, donc merci d'avoir répondu. Vraiment, si ça peut aider, si ça peut parler, résonner, bien entendu, chez un auditeur, une auditrice, eh bien écoute, voilà, je pense que c'est vraiment le Je, bienvenu. je crois que cette voix, elle parle au fond de nous très souvent, mais on l'écoute pas tout le temps. Et bon, je crois que je l'écoute relativement souvent, mais je sais aussi que parfois je l'entends et je fais comme si je ne l'avais pas entendu. Je triche un petit peu, mais je le paye généralement assez cher parce que tout de suite je vois que je me fourvoie, que je prends une direction qui n'est pas la direction que j'aurais dû suivre. Euh, et voilà, mais bon, ça c'est notre liberté. Euh, Seulement, je ne crois pas qu'on soit vraiment libre tant qu'on n'a pas une conscience un peu éveillée, c'est-à-dire que on voit tout ça. Si on ne le voit pas, alors on le subit, on se plaint, on voit la vie difficile. Et plutôt, moi maintenant, dès que la vie est difficile, dès que les portes se ferment, dès que je suis tendu, dès que je deviens stressé, agressif, je me dis, waouh, ce sont les signaux. Maintenant, il faut que j'essaye de comprendre, est-ce que j'écoute vraiment la bonne voix? Est-ce que la voix qui me parle, c'est mon ego avec toutes ses peurs? Ou est-ce que c'est l'essence de l'être, c'est cette conscience qui est au fond de moi et qui connaît le chemin? La vie, elle connaît le chemin, mais il faut laisser l'opportunité de s'écouler. Oui, c'est ça. Et alors justement, puisque tu parles d'écouter, il y a aussi un autre, disons, un non-bruit, c'est le fameux silence. Alors justement, tu vas nous en parler. Il ne s'agit pas du silence que l'on connaît lorsque l'on dort la nuit, bien que si les voisins ne font pas de bruit ou s'il n'y a pas des voitures bruyantes dans la rue, le silence, on peut l'écouter, on peut l'entendre surtout. Et d'ailleurs, en méditation, on y reviendra parce que tu as pratiqué de nombreuses années de méditation, où on est en silence aussi. Et justement, toi, ce silence, tu as eu la chance de le découvrir lors d'un événement. Hmm. Euh, oui, Oui, carrément, allons-y. Allons-y, parlons de ce silence. D'ailleurs, tu as écrit justement un ouvrage, Écoutez le silence à l'intérieur, mais nous y reviendrons également. oui. Ben, en fait, je voudrais démystifier plusieurs choses parce que dire que j'ai pratiqué la méditation de façon importante, assidue pendant longtemps, c'est vrai et pas vrai à la fois. C'est-à-dire que je me rends compte avec le recul que enfant, et je crois que beaucoup d'enfants sont dans ce cas-là, peut-être tous, mais on les empêche la plupart du temps de rester dans cet état de contemplation. Moi, enfant, j'étais un enfant très contemplatif et j'avais la chance de résister aux injonctions parentales qui voulaient absolument que je m'agite, j'aille jouer tout le temps dehors, etc. Non, moi, j'avais juste besoin de m'asseoir, de m'écouter, de m'éprouver intérieurement et de regarder autour de moi. Ça me suffisait la plupart du temps. Bon, bien sûr, à côté de ça, il y avait aussi une forme de peur, parce que, comme je l'ai dit, je crois que j'étais très sensible et j'avais un peu peur du monde extérieur qui était pas assez sensible à mon goût et donc un peu violent. Mais en même temps, je crois que je médite depuis toujours, bon, d'être présent comme ça au monde, de juste constater, de ne pas penser, juste constater. Après, c'est sûr que comme tous les êtres humains, je pense beaucoup et je bavarde beaucoup à l'intérieur et je suis très distrait par plein de choses. Mais en même temps, c'est vrai que quand j'ai quitté l'hôpital, il y a eu un besoin, enfin, ça s'est fait naturellement de revenir à cette contemplation. Et je me souviens qu'après avoir arrêté de travailler pour Giorgio Armani, puisque j'ai travaillé une année et puis ça s'est arrêté, je suis resté encore un an à Paris et j'ai vraiment pris le temps de marcher dans les rues, de respirer, de sentir le parfum des roses au jardin des Tuileries. Enfin, ce sont des moments très forts de simple présence au monde. Et pourtant, malgré toute cette vie assez contemplative, je n'avais jamais entendu ce silence dont tu parles. En tout cas, pas comme je l'ai entendu cette fois-là, puisque tu fais référence à un événement bien précis que j'ai effectivement raconté, notamment dans Écouter le silence à l'intérieur. Et à savoir, j'étais dans mon bureau
en train de rédiger un texte sur l'ordinateur. Et dans la rue, il y avait des travaux qui faisaient énormément de bruit, qui faisaient même trembler le bâtiment parce qu'il y avait un marteau-piqueur. Et toute mon attention était happée, était prise par ce bruit, par ce vacarme dans la rue. Et à un tel point que j'en étais presque arrivé à dire je vais arrêter d'essayer de travailler, je n'arrive pas à me concentrer. Mais je devais absolument remettre le texte qui était en train d'être rédigé. Et donc, j'ai essayé de m'apaiser, d'apaiser le mental. Et je ne connais pas de meilleur moyen pour apaiser le mental que de commencer à méditer. C'est-à-dire à auto-réguler l'attention dans l'instant présent sur les phénomènes passagers du présent. Ces phénomènes sont des émotions, des sensations, des pensées, des bruits, mais ils sont tous passagers, tous ces phénomènes. La méditation nous apprend à être simplement présent à eux, à auto-réguler l'attention sur ces phénomènes de l'instant, et progressivement, le mental s'apaise. C'est la première étape de toute méditation. Et en fait, en faisant cela, tout d'un coup, il s'est produit l'événement dont tu parles, à savoir que j'entendais toujours le bruit du marteau-piqueur dans la rue, mais en même temps, j'entendais ce qu'il y avait au-delà du bruit. Et ce qu'il y avait au-delà du bruit, c'était juste du silence. Et ça peut paraître idiot, et c'est une constatation intellectuelle, mais là, c'était pas issu d'un raisonnement intellectuel, c'était vraiment quelque chose que je vivais au plus profond. Je comprenais que le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence, c'est comme la pièce dans laquelle je suis ou la pièce dans laquelle tu es. Elle est remplie de bruit, elle est remplie de toi, de moi, de tout ça. Mais quand nous serons partis tout à l'heure, ces pièces seront toujours aussi silencieuses. C'est comme l'écran au cinéma. On projette les images dessus, mais c'est un écran blanc. Et quand on a fini de projeter les images, l'écran est toujours de la même nature. Il est blanc. Ce silence, c'est ce blanc. Et ça m'a bouleversé. Hein. C'est un truc qui m'a... Et même si peut-être je l'avais déjà entendu dire, mais le vivre, parce que du coup, j'ai compris aussi que je n'étais bien sûr pas mes sensations, mes émotions, mes pensées. J'étais ce silence qui contient tout ça, ce silence qui regarde tout ça, ce silence qui est conscience, qui est présence. Ce silence qui est acceptation de tout ce qui est accueil sans condition de tout ce qui est, donc qui est amour inconditionnel. Et tout d'un coup, ce que j'avais déjà entendu, lu peut-être aussi, de cette idée que notre nature profonde n'est que silence, vacuité, vacuité, qui n'est pas un vide. Hein. Les bouddhistes décrivent la vacuité non pas comme un vide, mais un espace rempli de tous les possibles encore non manifestés. Hein. Cette source, ce vide quantique, hein, même en physique, on parle de ce vide d'où émergent les phénomènes et selon des potentialités. Et bien là, vraiment, je l'ai senti, je l'ai vécu. Et ça a changé quelque chose parce que c'est comme si une porte s'était ouverte. Même maintenant, par exemple, quand je te parle, je m'entends parler, j'entends Thierry parler, mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas Thierry, qui est Thierry et tout ce qui est, qui est la conscience, qui est là et qui regarde ça. Et cette chose est en moi. Et je suis vraiment ça. Et je suis convaincu que tu es la même chose, que tous les êtres humains, nous sommes une conscience. Et que nous regardons notre personnalité s'agiter, discuter, bavarder, s'effrayer, mais fondamentalement, nous sommes celui qui regarde. Quand cette conscience est éveillée en nous, bien sûr. Et j'insiste vraiment pour dire que, parce que c'est une expérience qui est au-delà des mots, donc les mots sont de toute façon réducteurs, mais pour bien préciser, ce n'est pas ma conscience. Et ce n'est pas moi qui éveille ma conscience. Non, c'est la conscience qui s'éveille en moi. C'est la conscience. Elle n'est pas personnelle. C'est la même en chacun de nous. C'est cette présence. Vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez. Hein.
si tu veux. Mais moi, je n'appelle pas Dieu parce que Dieu, c'est un concept trop personnel. Les images sont trop personnifiées autour de l'image de Dieu, du mot Dieu. Et pourtant, c'est un concept universel. Je veux dire, il ne décrit pas quelque chose de personnel, mais quelque chose qui est tourné vers le tout, unus versus. C'est, c'est le dénominateur commun de tous les êtres vivants, de tout ce qui est, en fait. Parce que la conscience est dans tout. Alors, c'est pas la conscience intellectuelle hein, qui pense, qui bavarde, qui met des mots sur les expériences que nous faisons. Ça, c'est un phénomène cognitif. Non, non, c'est cette conscience qui est juste présence. Et j'en suis arrivé à percevoir qu'elle ne dépend pas de l'activité de mon cerveau. Je suis convaincu que mon cerveau arrêté, la conscience est toujours là. C'est bizarre hein, de parler comme ça. Je me trouve bizarre d'ailleurs. Mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a tellement ébloui. Certains diront peut-être que je suis illuminé en parlant comme ça, mais c'est le cas. Je veux dire par là que c'est vraiment une sorte d'illumination. Il y a quelque chose tu comprends comme un mystère. Et en ce sens-là, tu deviens mystique, hein, celui qui voit le mystère. C'est tellement énorme. Et il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il y a tellement pas de mots que tu as failli d'ailleurs justement pas écrire ce livre. Oui, mais oui, parce qu'en fait, au moment où c'est arrivé, euh, je venais d'écrire un livre que j'avais intitulé Confidence d'un homme en quête de cohérence. Et j'avais écrit ce livre-là, c'était mon premier livre personnel, parce que j'ai écrit des essais auparavant, hein, la solution intérieure, la maladie est un sens, le défi positif, le travail d'une vie, vivre en paix, tout ça, c'était des essais. Mais un jour, je suis tombé paralysé et je me suis rendu compte que c'était à cause d'un épuisement. Et quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit, mais qui t'a emmené dans cet épuisement, Thierry? Et la réponse était claire, c'était mon ego, c'était ma personnalité qui avait besoin d'être aimée. J'avais écrit un livre qui s'appelait La maladie est un sens. Voilà que c'est moi qui tombais malade. Mais j'avais accepté tellement de sollicitations. J'avais donné, je crois, 200 conférences dans 8, 9 pays différents en une année. C'est de la folie. Et du coup, je m'étais dit, waouh, Thierry, t'as manqué de cohérence. Et en fait, non, je n'avais pas manqué de cohérence. Pour moi, la cohérence, c'est bien ce qui aligne ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Et en fait, même si j'expliquais aux autres qu'il fallait prendre soin de soi, écouter ses limites, ses besoins, c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Mais j'avais été très cohérent, non pas par rapport à mon essence, à cette vie qui est en moi, cette conscience qui voit, j'avais été cohérent par rapport à ma personnalité, mon ego qui avait peur. Et du coup, ben, j'avais dit oui à tout le monde pour être aimé, mais j'avais eu une forme de cohérence. Mais la cohérence n'est qu'un outil. Et j'ai essayé d'expliquer ça dans un livre. J'ai mis beaucoup de temps à y arriver. J'ai d'ailleurs fait un premier jet qui était trop intellectuel. Je l'ai enterré dans la vallée des rois en Égypte. Et puis, je suis revenu dessus sous forme d'un témoignage qui était ces confidences d'un homme en quête de cohérence. Et ça s'est paru en 2012. Et juste avant, j'ai entendu le silence avec le marteau-piqueur. Juste avant. Et après, je me suis dit, bon, ben non, ce livre est paru. C'était l'année de mes 50 ans, 2012. Donc, si tu calcules bien, j'ai 60 ans cette année 2022. Bon anniversaire. Et merci, ça s'est passé. Hein. Mais, Oui. du coup, je me suis dit, je vais essayer de transmettre ce que j'ai compris de ce silence. Et là, ça a été très compliqué parce que, de nouveau, j'ai essayé de le faire intellectuellement, même en faisant référence à des textes mystiques, religieux, philosophiques, etc. Et je me perdais, ça n'allait pas. Puis je produisais des choses. Mon éditeur disait, oh, c'est chouette. Je dis, non, ce n'est pas ce que je sens. Et donc, j'ai remis le livre plusieurs fois en cause et ça m'a emmené dans une vraie crise. Euh, Même de l'extérieur, on la qualifiait de dépression. Moi, je ne la vivais pas comme une dépression, même si j'en avais les symptômes. Mais je crois que la plupart des dépressions sont ce qu'on pourrait appeler des nuits noires de l'âme. Euh, c'est un mot qui vient de Jean de la Croix, de Thérèse d'Avila. C'est quand l'âme n'est pas écoutée, elle a son projet, mais le projet d'aimer,
mais la personnalité l'en empêche parce qu'elle a ses peurs, elle a ses volontés, elle veut passer en force. Et c'est exactement ce qui se passait. Je cherchais à passer en force, je voulais écrire absolument ce livre pour décrire quelque chose qui était au-delà de tout cet ego. Et c'était paradoxal, mais je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à lâcher. Et l'âme souffrait. Et j'étais vraiment désespéré. J'ai passé des mois assis sur une chaise à contempler mon mal-être. Et on me disait, prends des médicaments. Je dis, non, 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 je vais traverser ça. Je vais aller de l'autre côté, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et tous les matins, je me levais et je passais ma journée à contempler mon mal-être. Il y a eu des moments très difficiles, hein, mais en même temps, j'étais content de vivre ça parce que non, cette conscience en moi voyait tout ça. Et je me sentais libre, prisonnier du mal-être, mais en même temps libre de le regarder. C'est très paradoxal, hein, mais voilà, je n'étais plus ce mal-être. J'étais celui qui regardait le mal-être. Et ça m'a libéré à un moment donné. Ça a mis plusieurs mois, hein. Alors j'ai pu écrire ce livre sur le silence. Et il est sorti tout seul comme ça en Égypte, parce que l'Égypte, c'est chez moi. Et j'étais parti là et je vais souvent en Égypte. Enfin, j'ai un peu été, mais et là, j'ai sorti le livre d'un jet. Ce livre, Écouter le silence à l'intérieur. Il n'y avait plus besoin du mental pour en parler. Non, c'est ça. Tout est évident, les mots venaient. Oui, oui, Tu parlais avec le cœur, tu parlais avec. En tout cas, là, je comprenais ce que je voulais dire. Voilà, oui, c'est ça. Mais je comprends très bien, si je peux faire juste une petite aparté par rapport à ça, bon, sans rentrer dans les détails, mais je crois que j'ai vécu un peu quelque chose d'un peu similaire. Moi, j'allais souvent me promener dans un petit bois, le petit bois de Game qui se trouvait à la Queue où j'habitais avant. Et puisque j'ai déménagé, hein, j'habite plus Bruxelles, et donc j'allais dans ce petit bois de Game, petit bois, ma foi, où voilà, il y avait quelques promeneurs, quelques chiens, et voilà, beaucoup de sourires, beaucoup de bonjours, hein, comme on ne fait plus à Bruxelles, en tout cas dans les rues, mais dans le bois, on se disait bonjour, voilà. Et donc c'était un lieu quand même particulier, et puis ce petit bois de Game, vraiment, voilà, il y a quelque chose de particulier, il a aussi une histoire, bref. Et je m'installais là et je passais toute l'après-midi, mais vraiment toute l'après-midi, alors soit avec de la musique dans les oreilles, soit sans musique du tout, et simplement à me faire des réflexions, à me poser des questions, à y trouver des réponses, hein, parce que comme je dis souvent aux auditeurs, il faut se poser des questions, vous trouverez des réponses. C'est pas forcément juste, mais enfin, déjà de se poser des questions, c'est déjà énorme. Et, euh, et tout d'un coup, j'ai eu effectivement, je n'en ai pas parlé dans la première édition de cette interview, dans ce premier enregistrement, mais c'est vrai que j'ai réfléchi à ça, et c'est peut-être similaire, mais c'est sur un plan plus visuel. Là, je suis en train de mentaliser quelque chose qui n'est pas mentalisable, je ne sais pas si c'est français, mais j'ai vraiment ressenti, comme tu dis, avec l'écran blanc, ce bois, voilà, il est là, il y a tous ces promeneurs qui passent, les heures passent, etc. Il faisait noir, et d'ailleurs, j'aimais bien me retrouver dans le noir, en fait, j'attendais d'ailleurs, même en hiver, à 5 heures, il fait noir à 5h30. Et il n'y avait plus aucune lumière à part celle du stade du football qui était pas loin, mais il y avait vraiment plus de lumière du tout. Et j'aimais bien être dans cette obscurité pour arrêter de me voir, pour arrêter de voir même mon propre corps. Comme quelque part, un petit peu comme si je voulais être un petit peu au-dessus des choses quelque part. On va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment, je me suis vraiment dit, mais au fond, voilà, tous ces promeneurs sont passés. J'ai dit bonjour, on a même discuté le coup. Ils sont plus là. Et ça, j'avais exactement le même effet quand j'étais petit, quand il y avait justement des fêtes de Noël, de Nouvel An et compagnie, quand il y avait beaucoup de bruit. Après, tout était parti, tous ces gens étaient partis, je me retrouvais seul. Il y avait d'ailleurs une forme de mélancolie quand j'étais petit, parce que, mais où est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est vrai tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont vraiment venus, ces gens-là? Est-ce que j'ai rencontré ma famille? Et les gens dans le bois, c'était pareil. Et je me suis dit, mais dans le fond, est-ce que là, c'est pas une question, je me suis dit, mais c'est comme une dimension de non-temps, où le temps est absolument figé, il y a absolument rien qui a bougé, le bois est toujours là, moi je suis toujours là assis sur ce banc et j'ai mal aux fesses. Mais à part ça, les gens sont passés, mais c'est tout, ils n'ont fait que passer. On le sait très bien, on fait qu'un passage sur cette terre, on le sait très très bien. Mais vraiment, j'ai eu un espèce
ce petit truc, un peu, je crois que, voilà, j'arrive même pas à l'écrire, je crois que j'ai eu un petit peu comme toi, ce truc de me dire, mais dans le fond, on le sait très bien, tout est important, rien n'est important. Mais tout ça pour dire que vraiment, quoi qu'il arrive, quoi que je vois finalement, quoi que je dois subir visuellement, ou alors de manière même avec le bruit, hein, ça revient au même, en fait, on le vit beaucoup mieux. On le vit beaucoup mieux parce qu'on relativise beaucoup plus les choses. On se dit, mais voilà, on est tous sur le même plan, sur le même tableau. Alors peut-être fréquentiellement, ça c'est encore un autre problème, mais on est tous sur la même scène, on va dire. Voilà, c'est ce qu'on disait dans la première mouture de cette interview. On est vraiment tous sur une scène dans ce grand vaudeville. Et en fait, il n'y a rien de grave, il y a rien de... Même s'il y a des choses qu'on doit subir, tout ça n'est finalement que quelque chose auquel on assiste. Alors justement, c'est ce que je posais la question aussi dans la première mouture, c'est est-ce que, à force de relativiser tout ça, sans prendre de hauteur spécialement, est-ce que malgré tout, on peut, comment est-ce que je veux dire ça en français, est-ce qu'on peut quand même devenir quand même acteur de ce que nous subissons? C'est-à-dire que pour ne pas venir de simples robots neutres, sans émotion, parce que Oui, finalement on se dit que tout ça est, tu sais, on relativise tout et on se dit que finalement, bah, puisqu'il n'y a rien d'important, c'est de comprendre ce que c'est le détachement. C'est-à-dire que pas, pas mal de gens craignent que d'aller sur dans ce domaine-là, sur cette voie plus spirituelle, nous coupe de la réalité, nous désincarne quelque part et fasse de nous des êtres non concernés, hein, pas présents au monde. Et c'est tout le contraire. Alors bien sûr, on peut prendre une voie spirituelle pour se couper du monde. Et d'ailleurs, moi qui m'intéresse aussi au lien entre la psychologie et la spiritualité, en psychologie, on sait bien qu'il y a une part de notre personnalité que l'on appelle la part schizoïde, schizein en grec, qui veut dire se couper, qui a tendance à se couper parce que le contact avec le monde fait peur. Alors on vit isolé, on vit dans sa tête, dans ses rêves, on n'est pas très incarné. Ça peut aller jusqu'à la schizophrénie. Là, on est dans des pathologies, mais on a tous une petite part de schizoïdie à certains moments dans notre vie, en tout cas. Et l'élan spirituel, il vient de cette part schizoïde, cette recherche d'un ailleurs où les choses seraient quand même plus belles, plus douces, meilleures. Mais ça, c'est un piège de vivre une spiritualité pour se couper du monde. La vraie spiritualité, elle doit être pleinement incarnée, elle doit être pleinement vécue dans le monde. C'est une manière d'embrasser le monde. Et cette conscience, que moi j'appelle l'esprit, parce que je suis toujours très chagriné qu'en français, on confonde l'esprit et le mental. Hein. Une médecine corps-esprit. Oh non, corps-mental, l'influence du mental sur le corps, l'influence du corps sur le mental. Mais d'ailleurs en anglais, on dit body-mind. Mind, c'est le mental. C'est ce qui résulte de l'activité du cerveau. On ne dit pas body-spirit. Spirit, c'est l'esprit. Et l'esprit, pour moi, alors, c'est la conscience. Mais pas la conscience intellectuelle qui met des mots sur les expériences que nous faisons, c'est la pure conscience spirituelle, cette présence au monde, cette capacité d'embrasser le monde tel qu'il est, de l'aimer de façon inconditionnelle. Et en ce sens-là, alors on comprend le discours de mystiques comme le Christ, par exemple, je suis la vie, je suis l'amour, je suis le chemin. Mais en même temps, euh, cette conscience ne peut s'éveiller en nous que si notre cœur est grand ouvert. Et vraiment, si on est capable d'embrasser la vie, même dans ses aspects les plus inconfortables, les plus redoutables, les plus méprisables, tout. On prend ce qui est et on essaye d'en faire quelque chose en étant inspiré par cette conscience qui nous montrera le chemin et qui nous montrera un chemin qui ne plaira pas plus
de douleur, de séparation, de souffrance. Non, au contraire, ce sont des chemins de guérison, c'est des chemins qui apportent de la réconciliation, qui apportent de l'amour, hein, de la vie, du lien sain. La vie, c'est fait de liens, et quand ces liens sont sains, la vie est pleinement épanouie. Et donc, plus le cœur est ouvert, plus on peut embrasser la vie telle qu'elle est, ne pas en renier certaines parties, ne pas faire croire que certaines parties n'existent pas dans une espèce de spiritualité béni oui oui où tout le monde il est beau, tout le monde il est rose, tout le monde il est gentil. Mais c'est pas vrai. On a tous parfois envie de tuer notre voisin et c'est pas grave du moment qu'on le voit, du moment qu'on le sait, parce qu'à ce moment-là, on a la liberté de dire non, je ne vais pas le faire. Hein, et c'est là qu'est notre choix. Hein, c'est là qu'est notre. C'est même plus un choix parce qu'on est inspiré par l'esprit, on est inspiré par la conscience qui nous montre que c'est pas le chemin de tuer le voisin. Donc voilà, après on peut se laisser aveugler par le mental et sa production qu'on appelle le moi, l'ego, hein, moi, le mental qui parle de lui tout le temps, et alors il est capable de dire, ah, moi je crois en un Dieu d'amour, hein, qui dit qu'il faut aimer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je vais te tuer. Oh, ça c'est intéressant, hein? C'est intéressant de voir comme le mental peut s'illusionner jusqu'à faire le contraire de ce qu'il préconise. La conscience peut pas faire ça. La conscience, elle voit, elle sent ce que c'est de tuer. Donc elle peut pas. Elle peut pas. Non, en tout cas, c'est vraiment ce que tu dis, c'est de ne pas justement renier cette réalité, cette dimension dans laquelle on est. Alors j'ai envie de dire cette terre, hein, être ancré, c'est ce que Bouddha enseignait quelque part, hein, sans rentrer dans le bouddhisme, mais voilà, on connaît tous sa posture la plus célèbre, où il a les deux doigts ancrés dans le sol et la tête vers l'air, quoi, vers les cieux. C'est de vraiment être ancré et c'est d'apprécier justement à cette juste valeur cette vie. C'est un miracle. On est en train de se parler là, nous, par Internet. C'est un miracle quelque part. Je veux dire, c'est un miracle aussi de rencontrer des gens et de leur serrer la main, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas dans la rue, de leur sourire. En fait, la vie est un miracle quelque part. Un miracle, alors, sans rentrer dans la considération chrétienne, hein, c'est pas ça. C'est simplement dire, voilà, c'est quelque chose, un cadeau en fait un immense cadeau et on doit l'honorer, moi je dis. Enfin, on doit essayer, en tout cas, l'honorer le mieux qu'on peut, avec ses côtés sombres, avec ses côtés lumineux, avec ses côtés, voilà. Tout est cadeau, hein. Tout est cadeau. D'ailleurs, c'est amusant de se dire que le mot présent, le temps présent, c'est le même mot que le présent, que l'on présente à l'autre, que ce que l'on offre à l'autre. Et en fait, on aurait tendance à ne vouloir et n'accepter que les présents, que les cadeaux qui sont toujours agréables, toujours confortables, toujours doux, alors que non, si on peut accueillir tous les présents, y compris les choses moins confortables, les choses moins douces, les choses crues. Hein. J'entends souvent des gens dire que la vie est cruelle. Non, la vie n'est pas cruelle, la vie n'a pas d'intention particulière, elle est crue. Et souvent, elle peut être très crue, très contrastée, et elle comporte la mort. Il ne faut pas opposer à la vie. La vie contient l'existence et la mort. Elle contient ça. Et donc, à ce moment-là, ben, alors on accueille tout ce qui est offert et on en fait quelque chose. Et on se rend compte que même les choses difficiles, elles ont souvent, pas toujours, mais on n'arrive pas toujours à le mettre en place et à voir cela, mais même les choses difficiles, elles proposent une, une occasion d'évolution, de transformation, de réalisation, de révélation de ce que c'est ce mystère de la vie. Voilà, le tout c'est de pas l'oublier, parce que quand on est confronté à la difficulté, on peut très vite avoir un réflexe de victime et s'effondrer, et c'est tout à fait humain et compréhensible, mais c'est pas ça qui nous permet d'avancer, c'est pas ça qui a permis à nos ancêtres de nous amener jusqu'où nous sommes. C'est parce que l'être humain a cette capacité d'accueillir tout ça et d'en faire quelque chose, c'est parce que l'être humain a cette foi. Hein, il continue à se lever malgré que on lui dit qu'il va mourir, malgré qu'on lui dit que ça va peut-être être le dernier jour de sa vie, que les choses vont peut-être être compliquées, qu'il va peut-être y avoir un volcan ou une explosion atomique. Eh bien, il se lève.
il a cette foi. Et ça, il faut jamais oublier, nous l'avons tous en nous. Même si c'est parfois éteint, même si on n'y a pas accès, tout le travail d'un thérapeute, c'est aussi, il y a plein de choses dans l'acte de thérapie, mais il y a aussi de rappeler ça et d'aider l'autre à recontacter ça. On dit souvent, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'amour, il y a de la vie. Moi, j'ai presque envie de dire, voilà, c'est si tu n'avais pas vécu cette nuit noire de l'âme, hein, euh, ô combien intéressante quelque part sur le plan spirituel, tu n'aurais pas, tu ne serais pas le Thierry que tu es maintenant devant Oui, moi, enfin, clairement, mais cette nuit noire de l'âme, certains pourraient dire encore que c'est moi qui l'ai cherché, et quelque part c'est vrai, puisque je me suis offert la possibilité d'arrêter d'être dans une activité journalière professionnelle pendant plusieurs mois, et que j'ai pris ce temps. Bon, il y a un prix à payer, hein, y compris financier pour tout ça, je veux dire, enfin, le confort que l'on peut avoir dans sa vie, etc. Mais pour moi, il n'y avait pas de discussion possible. Mais il y a eu dans ma vie, comme dans la vie de tous les êtres humains, euh, d'autres expériences que j'ai pas choisies, en tout cas en apparence. Et ces expériences-là, il y en a une des très douloureuses, mais toutes elles m'ont apporté quelque chose et toutes me remplissent de joie et toutes m'ont appris à mieux aimer. euh, et peut-être que la grande gratitude que je peux avoir, c'est d'avoir eu très jeune la capacité de transformer ce qui était de l'adversité en des opportunités. Ça, je l'ai eu au fond de moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'est aussi l'exemple de mes parents, peut-être que c'est mon karma, on appelle ça comme on veut. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai toujours eu ça. Même quand à l'école, j'étais frappé par les autres élèves, tabassé dans les toilettes, du caca dans mon cartable, enfin, je vous en passe, hein. Et on parle de harcèlement à l'école, ça, je sais ce que c'est. Mais non. Et je me disais, bah, ils ne peuvent pas comprendre, tant pis, mais c'est pas pour ça que je les aimerais pas. Et je me rappelle que quand j'ai eu 40 ans, il y a 20 ans d'ici, certains de ces camarades de classe m'ont écrit, parce que j'avais eu un livre qui avait eu assez bien de visibilité, et ils ont sans doute reconnu qui j'étais, ils se sont souvenus de ce qu'ils m'ont fait endurer, et certains m'ont écrit pour me demander pardon. C'était une magnifique guérison. J'en ai même rencontré deux. Et ça, je me dis, voilà, je suis bien contente de jamais avoir perdu cette capacité d'aimer et de dire, c'est pas grave, c'est important, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça va pas m'empêcher de vivre et d'aimer la vie. Non. Et rien ne m'empêchera d'aimer la vie. Rien. Et j'attends, j'espère qu'il n'y aura pas plus de choses trop compliquées, mais j'attends d'être testé parce que il faudra le prouver, ça. Dans notre incarnation, il faut pouvoir prouver qu'on aimera la vie malgré les difficultés, malgré les déconvenus, malgré les frustrations, malgré les pertes. la vie, c'est une aventure de tous les jours. Comme je dis, d'ailleurs, chaque jour est différent, malgré qu'on est sur la même lignée, le même silence, le même non-temps, comme moi je le dis, mais c'est vrai que chaque jour est différent. Et quelque part, c'est enivrant de se dire, bah justement, c'est différent. On va vivre quelque chose de différent demain. Peut-être moins bien, peut-être mieux, peut-être pareil. C'est à nous à changer notre regard, justement. C'est à nous à, à, à embrasser, justement, cet accueil, quoi. C'est l'accueil de cette vie, justement, de cet amour ambiant qui est là tout le temps. Et alors, je sais que c'est des grands mots, hein, que ça peut paraître, mais c'est vrai. L'amour est là, clairement. L'amour, il est d'abord en nous, d'abord, le plus important. Et puis, il est tout autour de nous. Et comme tu as dit très bien au début, bah, de toute façon, on le sait très bien. Si on rayonne, ben on va faire que rayonner, on va aussi attirer ce rayonnement à soi. Et quand bien même il y aurait un bug dans la matrice, comme il y en a qui disent, Ah, c'est pas grave. c'est pas grave. Et, tu sais que encore aujourd'hui, hein, moi je ritualise beaucoup. J'ai besoin de petits rituels dans ma vie. D'ailleurs, je viens de terminer l'écriture d'un livre à propos des rituels qui paraîtra au mois de mai 2023. Magnifique. Et je dis ça parce que j'ai appris la date il y a 2, 3 jours. Mais toujours est-il que
Tous les jours, je brûle une bougie et je la brûle en particulier pour les gens qui ne m'aiment pas. Parce qu'il y en a. Il y a des gens qui m'en veulent. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, qui m'en veulent parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, parce que j'ai dit non, parce que j'ai été honnête. Et tant pis. Voilà. Ou peut-être j'ai été maladroit. J'ai fait ce que je pouvais et c'est jamais avec vraiment une méchante intention derrière. Mais en attendant, je me dis non, mais pourquoi je ne leur enverrais pas un peu de lumière, un peu de. Et puis, j'ai pas besoin de leur dire. Et s'ils veulent pas, je vais pas les envahir leur vie pour qu'ils m'aiment. Hein. Faut s'aimer suffisamment et s'accueillir avec ses imperfections suffisamment pour ne pas avoir tout le temps besoin de la validation des autres. Mais en même temps, pourquoi être en guerre? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et de toute façon, si on peut commencer sa journée comme j'essaye de le faire, enfin, c'est même pas que j'essaye de le faire, je m'en rappelle trop facilement, on va mourir, se rappeler qu'on va mourir. Et, et c'est quand même la meilleure nouvelle de notre journée, ça. On va mourir. C'est la plus belle nouvelle que tu peux entendre, parce que du coup, tu es prié de donner une valeur à ce que tu vas vivre. S'il n'y avait pas cette mort qui nous attend, qu'est-ce qu'on ferait de notre vie? Déjà, comme on n'en fait pas grand-chose parfois, et comme on gaspille notre temps, comme on abîme notre environnement, comme on abîme notre être parfois, enfin notre âme, on empêche de s'exprimer. Alors, si la mort n'existait pas, ça serait encore pire. Heureusement, de temps en temps, parce que la mort est là, on se rappelle que, oh là là, le temps passe et pourquoi gaspiller une journée? Pourquoi me disputer? Pourquoi m'endormir fâché contre quelqu'un? Non, non. Et ça, moi, j'ai la chance d'être accompagné par la mort tous les jours. Je la vois, je la sens, et je me rappelle que je mourrai. C'est peut-être ce soir, c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 30, je ne sais pas. Mais soyons prêts. Soyons prêts. Et je peux mourir ce soir. Moi, je suis prêt, je suis en guerre avec personne. Je ne suis fâché contre personne. Il y en a qui sont peut-être fâchés contre moi, mais moi, je n'en veux pas. Je me dis que ceux qui sont fâchés, ça leur appartient. Moi, j'ai pas envie de fâcher avec eux. Oui, c'est vrai, mais il faut quitter cette terre en paix, en fait, parce que les hindous, je crois, si je ne m'abuse, eux, ils préparent leur naissance à mourir, en fait. Hein. Je crois qu'ils préparent leur vie à mourir, en somme. Mais je crois que on passe sa vie pour préparer sa mort. Oui, oui, voilà. C'est ça, en fait. Hein. Alors, si on me demande si je pense qu'il y a une vie après la mort, eh bien, je n'en sais rien et je m'en fiche complètement. Parce que, mais alors vraiment complètement. Parce que parfois ça me plaît de l'imaginer, mais en même temps je me dis, quel ennui, une vie comme ça, éternelle après la mort. Mais en même temps, dans cette illumination du silence, moi, il m'a paru quelque chose dont je n'arrive pas à me défaire, c'est que l'éternité, c'est l'instant. L'éternité n'est pas un temps qui dure, c'est un temps qui est accompli. L'éternité, c'est l'instant où tout est accompli, où tout est réconcilié, où tout est pacifié. L'éternité, c'est ce moment d'amour absolu. Et je me souhaite de finir mon existence ainsi et mon cerveau se diluant, de perdre ce sens de moi, pour me fondre dans tout et revenir à cette source d'où je viens, la conscience. Et ça me suffit comme image, tu vois. Pas besoin de savoir si je verrai encore mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs, mes parents. On sera peut-être tous juste de la lumière, hein. Sans prénom, sans nom, sans. Ce serait bon comme ça. Mais tant qu'on est là, on peut peut-être vivre déjà comme ça. Ce serait pas plus mal, c'est franchement, de temps en temps, voilà. On peut vivre comme ça. C'est-à-dire que ça n'empêche pas d'être pleinement. Je ne pense pas être quelqu'un de désincarné. Je suis pleinement, j'ai une école, je m'occupe de mes élèves, j'écris des livres, je paye mes impôts, voilà, je fais tout ce que j'ai à faire vis-à-vis de ma famille, des gens, Mm. j'essaie d'assumer certaines responsabilités, Ouais. etc. Mais ça ne m'empêche pas de regarder tout ça en disant, bon, voilà, c'est le film qui me permet d'apprendre le mystère, mais le mystère est plus important que le film. Oh que oui. Oh que oui. Non, c'est une superbe aventure, c'est ce que je disais, vraiment une aventure. Et donc voilà, vraiment, encore une fois, remercier la vie, remercier
tous ces moments que vous passez, de toute façon, comme a dit Thierry, c'est ce présent justement qu'on doit vivre et ce présent, bah, c'est un présent. Et justement, en cette fin d'année, bah, quel cadeau merveilleux de se rendre compte de ça, justement, de ce présent qu'on a depuis notre naissance jusqu'à notre mort, justement. Donc, mon cher Thierry, on va tout doucement arriver à la fin de cette émission, de cette discussion, de cette conversation. J'aime pas le mot tellement interview. Euh, et je vais te poser la question, tout simplement. Tu as justement, tu parlais d'école. Tu as créé donc cette école de la posture juste. Tu as justement écrit aussi également un bouquin en 2020. Tu as sorti le bouquin en 2020 sur la posture juste. Est-ce que tu peux nous en jeter quelques mots sur cette posture juste? Oui, enfin, et sur l'école, parce que l'un Et sur l'école, bien entendu. en fait, quand je suis tombé paralysé en 2009, je me suis rendu compte que je m'étais épuisé parce que je disais pas non, que je voulais être aimé, que je voulais que je lise mon livre sur le sens de la maladie, et donc je me suis épuisé. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est venu comme ça. C'était de nouveau cette voix qui me disait, mais arrête de bouger, installe-toi quelque part et laisse venir. Et c'est ce que j'ai vu sous forme d'une école. Euh, on m'avait souvent demandé de mettre en place une forme d'enseignement, mais je ne me sentais pas digne, à la hauteur. Je savais que ça serait fatalement une forme d'enseignement à la fois psychologique mais spirituel. Et du coup, de quelle lignée allais-je me revendiquer, de quelle tradition? D'aucune en fait, parce que je pense que voilà, j'ai peut-être pas eu de maître spirituel dans une tradition bien précise, mais j'ai le sentiment que la vie est mon maître spirituel. Et donc, je, je pense que parce que j'ai vécu, maintenant j'ai 60 ans, j'ai quand même la légitimité de dire que j'ai vécu, quoi. J'ai écouté mon maître et j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec tout ce qu'il m'a enseigné ou proposé d'apprendre. Mais en même temps, du coup, avant de créer l'école, parce qu'on est en 2009, là, quand j'étais paralysé, euh, il a fallu encore plusieurs années puisque j'ai fait cette fameuse crise là où j'essayais d'écrire sur le silence et j'y arrivais pas et tout ça, cette nuit noire de l'âme. Et puis, quand l'école a été créée en 2015, en fait, tout d'un coup, elle est venue, c'était clair, j'avais traversé ma nuit noire de l'âme, j'étais prêt, je sentais que j'avais un espace suffisant pour accueillir ce qui allait venir, ce que je pressentais qui allait venir là. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais d'abord ouvrir l'école à des gens qui sont issus du monde du soin, parce que c'est le monde auquel j'ai longtemps appartenu, auquel j'appartiens encore d'une certaine manière, et je vois ce monde en souffrance. Dans une société, il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier de la défense, le pilier de l'éducation, le pilier de la justice, hein, et puis il y a le pilier, bien sûr, de la santé. Et en fait, je trouve que ce pilier de la santé, il est malade, il va pas bien, et les soignants vont pas bien, parce qu'on leur fait jouer des rôles qui sont pas le leur, et puis qui sont épuisés, et puis qui sont même plus formés à cette humanité, voilà. Et donc, ce monde des soignants est à l'image du monde tout court, un monde qui va pas bien, qui est en burn-out, hein, ça me paraît, qui est en dépression, qui est en nuit noire de l'âme, en fait. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais l'appeler l'école de la présence thérapeutique. Et je vais proposer aux soignants, qu'ils soient du monde de la médecine conventionnelle ou des médecines dites alternatives ou complémentaires, de venir non pas apprendre sous forme d'une formation, apprendre encore de nouvelles compétences dans le faire, parce que ça, il y a de très bonnes écoles pour plein de façons de faire du soin, mais plutôt une école où on va apprendre à révéler l'être. Et qui suis-je pendant que je fais? Donc une école qui ne sera pas de formation, mais une école d'initiation. Une école qui propose un cadre dans lequel on peut faire des expériences qui vont nous révéler l'être qui est au fond et dont la conscience connaît le chemin et qui est un chemin toujours au service de la vie qui est en nous et autour de nous. Et donc c'était d'ailleurs l'intention de cette école, prendre soin de la vie en nous et autour de nous. École de la présence thérapeutique.
Et donc, elle a été fondée en 2015, et puis il y a eu tout de suite énormément de demandes. Je ne pouvais pas accueillir toutes les personnes qui demandaient, parce que je voulais que ça soit sérieux et pas la masse, quoi, et aller en profondeur. Donc, voilà, j'ai fait ce que je pouvais, et puis l'école a grandi. Et après quelques années, euh, il y avait tellement de demandes d'autres secteurs de nos sociétés que je me suis dit, ben, je vais peut-être ouvrir à plus de monde, pas que des soignants, ce qui sera d'ailleurs bénéfique pour les soignants parce qu'ils seront en communication aussi avec d'autres gens et ils se rendront compte qu'il n'y a pas que leur univers et, et que d'autres univers sont aussi en souffrance pour les mêmes raisons, c'est-à-dire un manque d'être, un manque d'âme. Et du coup, j'ai rebaptisé l'école en école de la posture juste parce que c'était vraiment ça qui était au centre de tout cet enseignement. Alors, qu'est-ce que la posture juste? Parce que c'est un peu prétentieux de dire on enseigne la posture juste, la justesse. Qui est-on pour parler de justesse? Ben, je pense qu'on peut parler de justesse si on définit bien déjà ce qu'on entend par là. Alors, pour moi, la justesse, d'abord, il ne faut pas la confondre avec la justice. La justice, c'est un ensemble de règles, de lois qu'on doit faire respecter dans une société donnée. Il y a un consensus à une époque donnée pour faire respecter ces règles. Et la justice punit celui qui bafoue le droit d'autrui par rapport à ces règles et demande réparation pour celui dont le droit a été bafoué. Voilà, ça c'est la justice, mais la justice du Moyen Âge n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, ça change d'une époque à l'autre et c'est très relatif. Après, la justesse, pour moi, est beaucoup moins relative parce qu'elle est plus reliée à l'organique. C'est la façon que l'on va avoir de s'ajuster aux circonstances de l'existence euh, pour en tirer le meilleur parti, pour que voilà. Mais là aussi, quelque part, il y a une relativité, parce que ce qui est juste pour toi n'est pas forcément juste pour moi, en fonction des circonstances de notre vie et des priorités qu'on y met. Et pourtant, il me semble qu'il y a une justesse absolue. Si on place la valeur de la vie au-dessus de toutes les autres, mais en comprenant bien ce que c'est la vie, hein, et du coup, comprendre ce qu'est l'esprit de la vie, ce qui demande une vraie spiritualité. Et du coup, on pourrait dire que la justesse plus absolue, c'est cette capacité, c'est ce qui va nous permettre de nous ajuster aux circonstances de l'existence en respectant le maximum de vie en nous et autour de nous. Et parfois, ça passe par des compromis, parce que je me souviens quand j'avais 10-12 ans, j'ai offert à ma mère un livre. Je ne sais pas pourquoi je lui ai offert ce livre. Je crois qu'elle avait dit qu'elle avait envie de le lire. Et c'est un livre basé sur une histoire vraie qui a été porté au cinéma et incarné par Meryl Streep. Et ça s'appelait Le choix de Sophie. Et c'est une histoire terrible pendant la guerre où une mère juive est sommée par la Gestapo de donner un de ses deux enfants qui va être emmené en camp. Et donc, elle sait qu'il va mourir et elle peut garder l'autre. Enfin, moi, le souvenir est encore un peu flou parce que c'est très ancien, mais c'est un choix impossible. Et pourtant, elle va choisir. Et elle va choisir de donner l'enfant qui a le moins de chances de survivre, le plus fragile. Et dans la nature, on fait ça tout le temps. Ça paraît très cruel, mais les animaux font ça. Et même si les éléphants reviennent près de celui qui est malade et qui va mourir, et puis ils partent quand même, parce que s'ils continuent pas leur marche, le troupeau va être en danger. Et de temps en temps, il faut faire ce genre de choix, que la justesse soit respectée, c'est-à-dire le maximum de vie puisse s'épanouir en nous et autour de nous. Bref. Et donc, à l'école de la posture juste, c'est ça qu'on vient apprendre. C'est comment, à la fois dans les relations thérapeutiques, mais aussi dans toutes les relations dans l'entreprise, dans notre communauté humaine, mettre de la justesse en comprenant qu'est-ce qui empêche que cette justesse se manifeste. Et ce qui empêche que la justesse se manifeste, c'est notre névrose, c'est nos peurs, c'est nos défenses, où on se coupe de la réalité, on n'est pas incarné, où on s'effondre, on ne se redresse pas parce qu'on ne croit pas qu'on a des ressources intérieures, où on se ferme et on se cache, où au contraire, on sort de soi et on contrôle, on séduit, on domine, on manipule.
ou alors où on fait croire une image toute lisse qui n'est absolument pas vraie, mais où on cache tout derrière une espèce de façade ravalée. Et toutes ces, ces névroses ont été si bien décrites par Willem Reich, Alexander Lowen, qui sont des gens qui sont sortis du carcan freudien pour impliquer le corps et l'énergie dans la compréhension de la psyché, pas simplement l'intellect. Et alors, c'est très psychocorporel, où on sent vraiment ces mouvements qui nous désincarnent, hein, qui nous désancrent, qui nous déconnectent, ou ces mouvements qui nous effondrent, ou ces mouvements qui nous ferment, ou au contraire qui nous font dominer, ou qui nous rigidifient, nous raidissent. Et tous ces mouvements, après, on peut y apporter des ajustements qui permettent à la justesse de revenir. Plutôt que de nous couper, c'est de rester en contact, de rester là, présent, en lien. Plutôt que de nous effondrer, c'est de nous redresser, nous remplir de l'intérieur dans une forme d'autonomie, une saine autonomie. Plutôt que de nous fermer, c'est de rester ouvert, de continuer à nous exprimer, de dire notre vérité. Et plutôt que de séduire ou manipuler, culpabiliser, contrôler les autres, c'est rester centré, faire confiance, arrêter de vouloir tout diriger. Et puis, plutôt que de faire croire que tout ça n'existe pas en nous, et derrière un espèce de masque un peu lisse, non, de dire, ben, l'être humain que je suis, il a tout ça en lui, il a toute cette névrose. Mais c'est parce que je la regarde, parce que la conscience est éveillée, qu'elle voit tout ça, elle voit les jeux du moi, qu'il y a une forme de liberté pour retrouver un peu de justesse. C'est ça le principe de cette école. Il n'est rien d'intellectuel, qui est très ancré, vécu dans le corps. On travaille le corps beaucoup avec des exercices venant du yoga, du qigong, etc. La méditation, bien sûr, mais aussi beaucoup de processus de groupe, parce que il y a que l'expérience qui nous transforme. L'information mentale, c'est très bien, mais si l'expérience n'accompagne pas cette information, rien n'est reprogrammé en nous, rien n'est rejoué en nous. Donc voilà, école initiatique. Même si ce mot peut faire peur à certains, parce que initiatique, c'est ce qu'on met dans une secte. Mais non, on n'est pas dans une secte, on est juste dans une école d'expérience. Ça n'a rien de... Mais c'est parfois un peu subversif, évidemment. La vie est une secte, je l'ai toujours dit. C'est une grande expérience, c'est une grande initiation. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça. De toute façon. Et surtout apprendre à respirer aussi. J'espère que vous faites ça aussi dans votre école, parce que je Oh crois oui. que Et déjà, on respire comme des morts, comme dirait ma femme. Et c'est vrai. ça commence, quand on parle d'ouvrir le cœur, ça commence par cette ouverture de cette zone de la poitrine, de ce qu'on appelle le quatrième chakra, peu importe. Mais on ouvre tout ça, on détend tout ça, on respire, hein, et là, c'est tantrique, dans le sens où le tantra, c'est vraiment la conscience de l'énergie de la conscience. C'est né dans le nord de l'Inde il y a des milliers d'années. C'est tout ce qui a donné le yoga, ce qui a donné le qigong en Chine. C'est ce qui a fait que l'Orient est resté dans sa spiritualité très incarnée dans le corps. L'Occident s'est coupé du corps et a commencé à délirer dans des concepts où on se demandait si la Vierge était vraiment immaculée conception ou pas. Et à Byzance, il y avait des querelles byzantines où on se tapait dessus parce que les verts et les rouges n'étaient pas d'accord sur la nature de la Vierge. Bon, stop, hein. C'était pas ça c'était vraiment pas très important, savoir si elle était vierge ou pas, hein. Ce qui est important, c'est de savoir qu'elle incarnait l'amour, hein. Voilà, mais exactement, bien entendu, et que certaines personnes ont besoin de s'y relier, c'est tout à fait légitime, et ma foi, ben, si ça Moi, je peut suis très apporter... relié à la Vierge, Oui, ça j'en parle, parce que même si bon, j'ai grandi dans une famille catholique, mais je ne me revendique pas d'une religion particulière, non, mais, non, je comprends, mais en même temps, la figure de la Vierge, c'est l'amour inconditionnel. c'est ça. Mais je la retrouve chez Isis, je la retrouve chez d'autres divinités dans d'autres cultures. Et Marie-Madeleine, c'est cet amour inconditionnel qui est incarné, faite femme et faite épouse, hein. C'est magnifique. Enfin bref, on ne va pas commencer à faire Oui, de oui, c'est la... mais c'est magnifique. Thierry. Non, non, écoute, écoute, franchement. Mais en tout cas, franchement, déjà, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu vibres, et merci pour cette justesse, justement, un mot que j'utilise souvent d'ailleurs dans mes émissions, c'est assez marrant, sans connaître même voilà, ton école.
Et c'est vrai que le mot justesse, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que, comme tu l'as très bien dit, elle dépasse tout mental, toute condition, toute classe humaine, toute, enfin bref, la justesse doit être pour tout le monde. Et comme tu as très bien dit, je suis certain qu'il y a cette justesse universelle. Dans l'Égypte ancienne, hein, il y avait une déesse, et c'est la déesse qui, moi, m'a impressionné dès l'âge de 5 6 ans. Elle ne me quitte jamais d'ailleurs, hein. J'ai une petite statuette d'elle et elle est très importante. Maat. Maat, c'est à la fois une déesse et c'est le principe fondateur de toute la civilisation égyptienne. Le pharaon, Parra, hein, la grande maison, pharaon vient de Parra, qui veut dire la grande maison, la grande institution, n'avait de légitimité que si il faisait respecter la Maat, c'est-à-dire la justesse. Alors les archéologues ont traduit ça par justice. Mais en fait, c'était vraiment la justesse, l'ordre cosmique, l'harmonie suprême. Et les anciens Égyptiens, quand ils pensaient à la mort, ils s'imaginaient qu'ils allaient se présenter devant le Dieu de l'éternité, de cet instant de complétude absolue qui est Osiris, qui a la peau verte parce qu'il est en régénérescence permanente. Et devant Osiris, il y a une balance. Il restait la balance de justice de nos sociétés, mais cette balance, qui était la balance de justesse, dans un plateau, le défunt venait déposer son cœur. Le cœur qui était le siège de l'âme et aussi le siège de l'intelligence. Et dans l'autre plateau, Maat déposait la plume d'autruche qu'elle portait sur la tête. Une plume d'autruche parce que c'est la plume qui est parfaitement équilibrée de part et d'autre du pen central. Donc, elle est en harmonie parfaite. Et si le cœur était plus lourd que la plume, ça voulait dire que le défunt n'avait pas vécu sa vie en fonction des principes de la justesse, en respectant les orbites de Mars et de la Terre qui tournent autour du Soleil, pas au même endroit, parce que ça c'est le bordel dans l'univers. Et du coup, le cœur lourd tombait dans la gueule d'un monstre qui était à la fois hippopotame, crocodile, et il n'avait pas accès à cet instant de complétude. Par contre, si le cœur était plus léger, et on dit encore avoir le cœur léger, si le cœur était plus léger parce qu'il avait respecté les principes de la justesse, de l'harmonie cosmique, chaque chose à sa juste place, eh bien, il rentrait dans l'éternité. C'est magnifique. Et cette civilisation on peut même plus imaginer ça, parce que quand on voit comment c'est géré aujourd'hui nos sociétés, il n'y a rien de juste. Et on veut de la justice sociale, mais même pas de justesse dans la façon d'organiser nos sociétés. Et si nos sociétés se rappelaient que cette civilisation de l'Égypte ancienne, elle a duré 3000 ans parce qu'elle était fondée sur ce principe de justesse, ce qui n'a pas empêché qu'il y ait des êtres avec leurs égos qui ont fait des conneries et qui ont créé du chaos. Mais fondamentalement, c'était inscrit dans la pierre. L'Égyptien avait ça au fond de son cœur. Les lois de l'âme, c'est les lois de la justesse. Voilà. Donc, et voilà, posture juste, posture de maths. Merci Thierry, merci beaucoup pour cette. C'est pas une conclusion, j'aime pas ce mot-là, mais oui, on peut dire qu'on peut terminer en beauté avec ce que tu viens de dire, parce que vraiment, vraiment, ça me parle beaucoup. Et bah, moi, j'ai un petit peu ça avec les Cathares, voilà, aussi cette société qui était, où la femme et l'homme étaient exactement égaux, hein. Plus ces divisions ou ces associations qui doivent exister aujourd'hui pour dire que la femme est l'ego de l'homme, etc., alors que tout est absolument faussé, que c'est complètement hypocrite. Ces gens-là avaient déjà tout compris aussi. Enfin voilà, ils n'ont pas dû attendre 2000 ans pour avoir des associations qui leur disent que l'homme et la femme étaient égales. Enfin bon, bref. Et c'est comme exactement comme en Égypte. Ces gens étaient suffisants à eux-mêmes et n'avaient absolument, certainement pas besoin de moralisateurs. Voilà. Mon cher Thierry, en tout cas, grand merci bah, pour cette réédition, pour cette première pour les auditeurs et en tout cas cette réédition vis-à-vis de la technique, vis-à-vis de moi. En tout cas, grand, grand, grand merci parce que voilà, c'était un petit peu différent et j'aime beaucoup ça. Différent, mais en tout cas, ô combien riche.
ô combien riche. Alors, quels sont, toi, tes projets pour 2023? Est-ce que, de toute façon, je mettrai le site en lien dans la description. Est-ce que tu as des projets marquants, là, qui vont commencer bientôt? Moi, maintenant, depuis presque 10 ans, puisque ça fait presque 10 ans que l'école, on va rentrer dans la 10e année, que l'école de la posture juste existe, je sais pratiquement ce que je vais faire parce que l'école, c'est quelque chose qui me prend beaucoup, beaucoup de temps, 1 mois sur 2 à temps plein, parce que j'enseigne dans toutes les classes et que toutes les classes se succèdent pendant 1 mois, et puis 1 mois de relâche, et puis elles reviennent le mois suivant. Et bon, tout ça fait que je sais déjà pour 6 mois de l'année prochaine que je suis à l'école. Donc ça, c'est quand même un grand investissement. Enfin, oui, pour moi, ça a été un sacrifice hein, de savoir que je n'aurais plus la même liberté que j'ai goûté après avoir quitté la chirurgie. Mais en même temps, ça ancre les choses, on le sait très bien. Après, il va y avoir pendant cette année, pour moi, à titre personnel, une forme de réalisation, d'accomplissement, parce que je vais investir un lieu de vie et je dois y faire des travaux, enfin, je dois y faire des travaux. Et c'est grand première pour moi parce que j'ai toujours évité d'avoir un lieu de vie où j'étais ancré. Voilà, je voyageais. Et là, je vais investir un lieu et voilà, c'était difficile pour moi de faire ça et en même temps, je sentais que c'était nécessaire pour une forme de complétude aussi. Donc, ça va être une expérience intéressante que d'accompagner ces travaux pendant l'année qui vient, mais je pense que tout ça va très bien aller. Et puis après, On te le souhaite, on te le souhaite. oui, ça va aller. On va le mettre dans cette intention-là. Et puis, en dehors de cela, je vais retourner en Égypte. Et ça, c'est très important pour moi parce que ça fait depuis 2019, non, depuis le mois de mars 2020 que je n'y suis pas retourné pour quelqu'un qui était 3 par an. Et puis c'est ma maison, c'est chez moi. Alors je sais qu'on va moins voyager ou qu'il faudrait moins voyager, mais j'espère quand même pouvoir de temps en temps revenir chez moi. Et en même temps, si je ne peux pas, ben, ça sera comme ça, on l'accueillera comme c'est. Mais si je peux, et c'est prévu, je vais y retourner au mois de décembre l'année prochaine. Et puis voilà, et puis continuer à essayer d'aimer, hein. Enfin, pas d'essayer d'aimer, continuer à aimer. Continuer à aimer. Est-ce que tu penses un jour, peut-être, pourquoi pas faire ça semble bien comme ça, un ouvrage sur l'Égypte? Ah Toi oui, qui aurais voulu devenir égyptologue, justement, mais tu es oui, égyptologue quelque part dans l'âme, puisque ça a été un grande tristesse de cette année. Parce que j'avais 60 ans donc en 2022, et mon projet était de faire paraître un livre à cette occasion-là, qui serait un livre qui parlerait de l'Égypte ancienne et de ce qu'elle pourrait inspirer à notre monde. Et j'avais commencé à écrire. Et puis, 2022 était une belle date parce que c'était le centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922. Or, ma passion pour l'Égypte est née en lisant un article qui racontait la découverte de cette tombe. Et puis, c'était aussi le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion en 1822. Et donc, je trouvais que c'était, voilà. Mais ça ne s'est pas fait parce que j'avais pas la disponibilité. Il y avait notamment ce lieu de vie qui devait être choisi, etc. Bref, je ne l'ai pas fait, mais c'est partie remise. à charge en revanche, bah Et oui. si j'ai encore du temps devant moi, je trouverai à un moment donné le bon moment pour le faire, ce livre-là. Après, j'ai quand même écrit un livre cette année finalement, parce qu'il y a un éditeur qui s'appelle Très Daniel, et je n'avais jamais publié chez cet éditeur, mais qui a pris contact avec moi en me disant que ce que j'avais fait pendant le premier confinement, à savoir que tous les soirs, pendant 45 jours, j'avais proposé sur Facebook une méditation. Et, euh, et lui, cet éditeur, trouvait que ce que j'avais fait là, qui avait rassemblé beaucoup de monde, était comme un rituel. Et il m'a dit, vous avez vraiment instauré une forme de rituel contemporain. Est-ce que vous n'avez pas envie de réfléchir à la fonction des rituels dans nos sociétés, surtout dans ces sociétés qui sont tellement devenues incertaines et en fait, ça m'a parlé, je sais pas pourquoi, et j'ai écrit ce livre très vite.
et l'éditeur est content du livre, je pense moi aussi, donc il va paraître au mois de mai. Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Eh oui. Et il y a déjà C'est- il y a déjà le rituel pour beaucoup d'entre nous, le rituel du café le matin, hein, qui est peut-être pas forcément bon pour la santé, mais voilà, on fait du rituel sans le savoir tous les jours, Ouais. mais là, c'est enfin au moins comprendre un peu leur signification. Oui, et de comprendre aussi la Voilà, différence entre le rite et le rituel. exact. Le rituel qui est là pour faire perdurer les rites et les adapter aux sociétés, mais il y a des rites fondateurs comme ça qui sont importants dans les vies. Et... Enfin, bref, c'est les projets de l'année qui vient là. Eh bien, écoute, Et puis tout ce qu'on ne sait pas, il y a cet adage, je crois que c'est dans la culture juive, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, Woody Allen l'a souvent dit. euh, Si tu veux faire rire le bon Dieu, explique-lui les plans que tu as pour ta vie. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que elle nous remet à notre place et on a beaucoup de projets, on a beaucoup, mais en fait, de toute façon, ça ne sera pas comme on a pensé. De toute façon, il se passera des choses qu'on n'a pas prévues et il doit bien se marrer alors le bon Dieu et c'est tant mieux parce que tout ne peut pas être écrit à l'avance. non, non, non. On peut essayer de se tenir à certains projets, mais comme tu dis, voilà. De toute façon, la vie nous joue des tours et on doit jouer avec ça aussi. Voilà, on doit tourner ça de manière positive, en tout cas, chaque moment qui passe. En tout cas, grand, grand, grand merci Thierry pour ta revenue, on va dire, ta venue tout court. Donc, n'oubliez pas, chers auditeurs, d'aller visiter le site de Thierry, hein, thierryjansen.com. Je mettrai de toute façon, comme d'habitude, tous les liens en description. Et puis il y a le site de l'école de la posture juste. Et bien entendu, le site de l'école de la posture juste qui se trouve à Bruxelles, hein, donc de toute façon. Oui. Et donc, bah, de toute façon, tout ça en description, comme d'habitude. C'est fou, N'oublie ça se pas trouve à de... Bruxelles, mais la plupart des élèves sont étrangers. Ah, bah oui, oui. Oui, Alors, oui, ouais, il y a oui, 25% de Belges et puis les autres viennent de France, ouais. de loin, hein, du Maroc, de Tunisie. Mais c'est ça qui est bien. Alors, oui, bah écoute, et pourquoi pas une école, justement... Alors, bon, ça, c'est pour s'exporter, mais bon, ça, c'est Non, encore un non, autre... non, 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 non. surtout pas, Non, parce non, que surtout pas. Voilà, ça, j'aime bien. pour deux raisons. Enfin, au Je Québec l'aime. peut-être, parce qu'on m'avait proposé Ah, le confinement et donc peut-être un jour au Québec, mais pas ailleurs, pas en France par exemple. Parce que la Belgique est beaucoup plus intéressante. On a un pays surréaliste où il y a un espace pour créer ce genre de choses qui sont quand même des projets un peu pionniers comme ça. Et il faut pas rentrer dans ces carcans. Oh, en France, c'est effrayant. Non, 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 c'est très bien en Belgique et tout est moins cher. voilà, en Et plus. on peut aussi ne pas taper des prix de malade pour des prescriptions, etc. Parce que chez nous, on a quand même accès à des salles moins chères et des choses comme ça. Vous voyez, chers auditeurs français, je vous l'avais dit, là, nous sommes un peu plus malléables, on Il y va a quand dire. même des choses en Belgique qui sont vraiment intéressantes. La bonne bière, le bon chocolat, enfin voilà. Vous n'avez qu'une frontière à passer. Voilà. En tout cas, grand, grand merci Thierry. Et de toute façon, bah, écoute, je te souhaite non pas une meilleure année, mais une toute bonne vie, une bonne vie et très franchement, et de beaux projets, de belles rencontres encore. Cette vie ne fait que commencer, hein. On en revit, et on meurt chaque jour et on renaît chaque jour. Voilà, donc une très bonne vie à toi, La Thierry. bonne vie, hein. La bonne vie, c'était le concept d'Aristote, hein, le daimonia, hein, daimon, la vie inspirée par le bon génie qui est en nous. C'est ça la bonne vie, hein, le daimonia, le bon génie qui est en nous. Ah ben, je l'ai pas fait exprès. Bah, écoute, merci pour cette information. Chers auditeurs, je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter, faites ce que vous voulez comme je le dis à chaque fois. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour toutes les notifications et on se retrouve la semaine prochaine. De gros bisous. D'ici là, très bonne semaine. À tout bientôt. Au revoir Thierry. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez participer à l'évolution des sentiers du réel, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee dans ce lien-ci ou dans la description. En tout cas, merci d'avance et à la semaine prochaine.